Il y a 2 P, elle m'appelle. Il y a 2 P, elle t'appelle? Papa, ça fait 2 P. Éducation, santé. 2 mots qui saturent le débat public, les journaux, les campagnes, les promesses. Et pourtant, plus on les prononce, moins ils veulent dire quelque chose. Parce que derrière les grands discours, l'école n'instruit plus. L'hôpital ne soigne plus. Et ça n'a rien d'un secret, tout le monde le sait depuis 20 ans. Les moyens, ils sont là. Les réformes, on en fait à l'appel. Les comités, les Grenelles, les packs de refondation par dizaines. Mais le résultat, lui, ne bouge pas. Ou alors il s'aggrave. Alors plutôt que de tourner autour du pot, on va regarder ce qu'il y a dedans. Froidement, poser les chiffres, nommer les blocages. Et poser une question simple. Est-ce que ça peut encore tenir? Ou est-ce qu'il faut accepter que le modèle est mort et qu'il faut en changer? Parce qu'à force de rafistoler un mécanisme déjà grippé, on ne le répare pas, on légitime son effondrement. Commençons par l'école. La France consacre 7% de son PIB à l'éducation. C'est plus que l'Allemagne avec 5,5%, plus que la moyenne de l'OCDE à 5,1%, plus même que la Suède à 6,8%. On dépense environ 9 500 € par élève et par an dans le secondaire. C'est dans le tout haut du classement européen. Mais les résultats, eux, sont en chute libre. En 2022, selon le classement PISA de l'OCDE, les élèves français de 15 ans se classent 23e en lecture, 26e en sciences, 29e en mathématiques sur 80 pays. Et le plus inquiétant, en mathématiques, la France a perdu 31 points depuis 2003, soit presque une année complète de scolarité en termes d'acquis perdus. Un élève sur 5 à la sortie du collège ne maîtrise ni la lecture, ni les bases du raisonnement mathématique. 1 sur 5. Et parmi les élèves en REP+, les réseaux d'éducation prioritaire renforcés, ce taux monte à près de 40%. C'est-à-dire que 2 enfants sur 5, dans certaines zones, quittent le collège sans les fondamentaux. Et les inégalités scolaires explosives. La France est le pays de l'OCDE où l'origine sociale a le plus d'impact sur la réussite scolaire, juste derrière le Chili. Un élève issu d'un milieu modeste a 3 fois moins de chances d'atteindre un niveau satisfaisant qu'un élève favorisé. Pour comparer, en Estonie, un pays qui dépense moins par élève, les résultats sont supérieurs et les écarts sociaux divisés par 2. En Finlande, un élève issu d'un milieu modeste a plus de 70% de chances d'atteindre un bon niveau, contre à peine 35% en France. Pourquoi cet échec massif? Parce que l'école a cessé d'enseigner. Elle est devenue une institution sociale, psychologique, administrative, mais plus pédagogique. Les professeurs ne sont plus là pour transmettre un savoir, mais pour gérer des situations familiales, des comportements à risque, des troubles cognitifs, des conflits internes. On leur demande d'être des thérapeutes, des assistants sociaux, des animateurs inclusifs, et le niveau, lui, s'adapte à la baisse. En 1995, moins de 70% des élèves obtenaient le bac. En 2023, on dépasse 91%. Mais ce n'est pas un miracle éducatif, c'est un abaissement méthodique des exigences. Le taux de mention très bien au bac a été multiplié par 10 en 30 ans, sans lien avec l'amélioration du niveau. Aujourd'hui, un bac mention très bien ne garantit ni maîtrise de l'orthographe, ni logique élémentaire, ni culture générale minimale. Et surtout, on a déresponsabilisé tout le monde. L'élève n'a plus aucune obligation de résultat, le comportement n'est plus sanctionné, l'autorité du professeur est systématiquement remise en cause, et le chef d'établissement n'a ni liberté de recrutement, ni autonomie budgétaire, ni pouvoir disciplinaire réel. Tout est piloté depuis Paris, tout est centralisé, et tout dysfonctionne. Résultat, une école où les meilleurs s'en vont dans le privé, où les moyens se perdent dans l'administration, et où les élèves les plus fragiles coulent en silence. Un système où le diplôme ne garantit plus rien, où l'exigence est vue comme une violence, où l'échec est nié pour être mieux reproduit. Et pour moderniser le lycée, l'État a eu une autre idée brillante. Supprimer les filières S, E et L pour les remplacer par un système de spécialité à la carte, plus confus, plus inégalitaire. Et surtout, sans mathématiques dans le tronc commun. En 2018, près de 90% des élèves de terminale générale faisaient des maths. En 2022, ils ne sont plus que 59%. Et ce chiffre continue de baisser. Mais ce n'est pas qu'une crise des élèves, c'est aussi une crise des professeurs. On parle souvent du niveau qui baisse, des copies bâclées, du désintérêt croissant pour l'école. Mais ce qu'on oublie, c'est que le système n'arrive plus à recruter, ni à garder ceux qui sont censés transmettre le savoir. Le nombre de professeurs titulaires baisse, et les concours sont désertés. En 2022, dans l'Académie de Versailles, plus de 1000 postes au concours de professeurs des écoles n'ont pas été pourvus. Au niveau national, près d'1 poste sur 3 est resté vacant dans certaines disciplines du secondaire, comme les mathématiques, l'allemand ou la physique-chimie. En lettres classiques, certaines années, moins de 30% des postes sont pourvus. Et ceux qui entrent dans le métier, ils fuient. Un professeur sur 2 envisage de quitter le métier dans les 10 ans, parmi les moins de 30 ans, c'est près de 60%. Et les 3 premières années voient un taux d'abandon record, en particulier dans les académies en tension, Créteil, Versailles, Aix-Marseille. Et là encore, le problème ne vient pas des moyens, il vient du modèle.
Un modèle centralisé jusqu'à l'absurde, dans lequel un jeune lauréat du concours peut être affecté à 700 km de chez lui sans possibilité de choix ni de refus. Un modèle où l'enseignant n'a aucune marge de manœuvre, ni sur les programmes, ni sur la gestion de sa classe, ni sur les rythmes, ni sur la discipline. Un modèle où l'avancement est automatique, sans lien avec les résultats, et où l'ancienneté compte plus que la qualité de l'enseignement. Pendant que le métier se vide de son sens, le système tourne avec des rustines, des contractuels souvent mal formés affectés du jour au lendemain, des remplacements non assurés pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois, des classes supprimées en zone rurale parce qu'il faut optimiser les moyens. Entre 2015 et 2022, plus de 3000 écoles de village ont fermé, selon les chiffres du ministère. C'est un tissu éducatif qui disparaît, silencieusement, par décision administrative. Dans certaines communes, l'école primaire la plus proche est à 15 ou 20 km, avec des transports scolaires sous-dimensionnés. Et dans les quartiers populaires, les postes vacants sont de plus en plus comblés par des enseignants non titulaires, précaires, épuisés. Comme toujours, ce n'est pas un désintérêt général des Français pour le métier, c'est un système de gestion qui décourage, qui appauvrit, qui épuise. C'est un système où on affecte à l'aveugle, où l'on bride les compétences, où l'on ne valorise ni l'investissement, ni l'autonomie, ni l'innovation pédagogique. Un système où les établissements n'ont aucun levier pour recruter eux-mêmes, pour fidéliser, pour s'adapter aux besoins spécifiques du territoire. Tout passe par les rectorats, par les tableaux, par les affectations, par des algorithmes, par des règles incompréhensibles, par une hiérarchie hors sol. Et pendant que les professeurs fuient le métier, pendant que les concours sont désertés, pendant que les élèves sont laissés sans enseignants pendant des semaines, que fait l'État ? Il vote la loi Borne qui prévoit d'obliger les enseignants à remplacer leurs collègues absents, sans revalorisation, sans souplesse, par simple injonction hiérarchique. Autrement dit, on n'arrive plus à recruter, ceux qui restent sont déjà à bout, et la solution trouvée, c'est de leur en demander encore plus. C'est le summum de la logique du déni. On refuse de revoir le modèle, on refuse de redonner du pouvoir local, et à la place, on fabrique de nouvelles contraintes bureaucratiques, comme si un décret pouvait faire revenir des vocations. La loi Borne n'améliorera rien, elle produira l'effet inverse, une accélération des départs, une démobilisation générale, et encore plus de désaffectation pour un métier déjà en crise existentielle. Passons à la santé. Le système de santé français est encore présenté comme un système que le monde entier nous envie. Cette réputation repose surtout sur un mythe, celui des 30 Glorieuses, de la carte vitale magique, du médecin de famille disponible à toute heure. Mais en 2025, ce modèle s'est effondré. Les signes sont partout. Dès les moyens pour obtenir un rendez-vous chez un généraliste, plus de 10 jours selon l'assurance maladie. Pour un ophtalmo ou un dermato, entre 6 et 8 mois dans certaines zones. Et ces délais explosent dans les fameuses zones sous-denses, autrement dit les déserts médicaux, qui concernent près d'un tiers du territoire français. En 2023, plus de 120 services d'urgence ont fermé partiellement ou totalement faute de personnel. Certains établissements accueillent encore mais ferment la nuit ou les week-ends. Les soignants fuient l'hôpital public. En 2022, un infirmier sur 5 a quitté le métier dans les 5 ans suivant son diplôme. Burn-out, horaire délirant, perte de sens. Et pourtant, la France dépense énormément. Plus de 12% du PIB pour la santé, soit environ 3 500 € par habitant et par an. C'est plus que l'Allemagne qui tourne autour de 11,7%, et bien plus que l'Espagne ou l'Italie. Mais où va l'argent ? Certainement pas uniquement vers le patient. Une part croissante des dépenses est engloutie dans une machine administrative tentaculaire, ARS, HAS, CNAM, CPAM, DRH, comité éthique, protocole qualité, indicateur RH, audit RSE. Il existe aujourd'hui plus de 1300 structures administratives dans le secteur santé sociale en France. Et le nombre d'administratifs dans les hôpitaux a doublé en 20 ans, pendant que les effectifs médicaux, eux, stagnent. Le médecin, aujourd'hui, passe plus de 40% de son temps à remplir de la paperasse. Quant aux établissements, ils sont gérés comme des préfectures. Les chefs de service n'ont souvent aucune autonomie budgétaire. Les soignants doivent justifier chaque pansement, chaque intervention, chaque minute. Et ces dysfonctionnements ne sont pas qu'une question de confort ou d'organisation, ils tuent. Selon l'Institut national d'études démographiques, la France a enregistré plus de 68 000 décès en excès en 2022, un chiffre bien supérieur à la moyenne européenne. Certes, une partie est liée au vieillissement, mais aussi à des retards de soins, des diagnostics trop tardifs, des urgences saturées. Un rapport parlementaire de 2023 estime que la mauvaise organisation du système de soins a contribué à plus de 5 000 morts évitables sur l'année. Autrement dit, des gens qui seraient encore en vie si le système avait fonctionné normalement. Et ce phénomène s'aggrave puisque la mortalité évitable par soins défaillants est en hausse constante depuis 10 ans, alors qu'elle recule dans la majorité des pays européens comparables. En Espagne, en Allemagne, en Suède, on sauve plus de vies avec moins de moyens. Mais pas de panique. L'État a la solution. Des Ségur de la santé, des Grenelles de l'hôpital, des comités de revalorisation.
On crée des commissions pour constater ce que tout le monde sait déjà, puis on enterre les rapports dans une armoire. Ou on invente une nouvelle prime pour calmer la contestation, sans jamais s'attaquer aux causes profondes. Et pendant ce temps, plus d'un Français sur deux renonce à des soins au moins une fois par an, pour des raisons de délai. Le système est à bout, pas à cause d'un manque de moyens, mais parce que ces moyens sont captés, dilués, mal orientés. On parle souvent des déserts médicaux comme d'une fatalité, comme s'ils tombaient du ciel, comme si c'était normal que dans certains territoires on ne trouve plus un seul généraliste, plus un dentiste, plus de pédiatre, et encore moins de spécialistes. Mais cette situation n'a rien d'évitable. Elle est le résultat direct de décennies de décisions politiques centralisées, technocratiques, absurdes. Aujourd'hui, un tiers de la population française vit dans une zone classée sous-dense, ça représente 20 millions de personnes, et la tendance s'aggrave chaque année. En 2023, la densité moyenne de médecins généralistes était de 94 pour 100 000 habitants, contre 135 en 2010. Dans certains départements ruraux comme la Nièvre, l'Indre ou la Creuse, la densité chute à moins de 60. En Île-de-France, certains quartiers de Seine-Saint-Denis ont moins de 50 généralistes pour 100 000 habitants, contre près de 300 à Paris intramuros. Ce n'est pas un effet du marché, c'est un effet de l'État. C'est l'État qui a organisé par sa gestion centralisée et malthusienne la raréfaction de l'offre. C'est lui qui a décidé de réduire les entrées en médecine avec le numerus clausus, instauré en 71, maintenu pendant 50 ans, et ayant produit une pénurie structurelle. Entre 80 et 95, le nombre d'étudiants formés a été réduit de moitié. Résultat, nous avons aujourd'hui moins de médecins par habitant que l'Italie, l'Espagne, la Belgique ou l'Allemagne, malgré une démographie plus exigeante. Mais au lieu de libérer l'installation des praticiens, on a corseté leur répartition. Des zones classées saturées interdisent ou découragent l'installation, des aides à l'installation sont conditionnées à des critères administratifs souvent très mal calibrés, et les jeunes médecins, au lieu d'être accompagnés, sont menacés de coercition géographique, obligation d'exercer ici ou là sous peine de sanction. C'est le monde à l'envers. On manque de médecins partout, mais l'État continue à leur imposer des parcours, des quotas, des zonages, comme s'ils étaient des fonctionnaires affectés par un tableau Excel. Et tout cela ne tient évidemment pas compte des préférences des praticiens, de la charge réelle des territoires ou de la logique de terrain. On gouverne depuis Paris, avec des cartes, des ratios, des arrêtés. Puis on s'étonne que les jeunes fuient l'exercice libéral, que les cabinets ferment à la campagne, et que les patients fassent 60 km pour une consultation de 12 minutes. Une étude de l'adresse en 2023 indiquait que 40% des médecins libéraux à moins de 40 ans envisagent de changer de carrière ou de mode d'exercice dans les 5 ans à venir. Et pendant ce temps, l'État continue d'accumuler les plans, le plan Ma Santé 2022, le Pacte pour la santé de proximité, le programme Territoire de santé numérique, autant de concepts, de réunions, de plateformes pour éviter d'admettre l'essentiel. Ce n'est pas le marché qui a déserté la France, c'est l'État qui a méthodiquement désertifié le système. Éducation, santé. Deux univers très différents, mais deux systèmes en crise. Et un point commun, une structure centralisée jusqu'à l'absurde. Tout est piloté depuis Paris. Rue de Grenelle pour l'école, avenue de Ségur pour la santé. Des bureaux climatisés, des cabinets ministériels, des réunions de hauts fonctionnaires, qui prétendent savoir ce qui est bon pour une école de campagne en Ardèche ou pour un service d'urgence à Calais. C'est l'illusion technocratique par excellence. Croire qu'on peut tout organiser d'en haut, avec des indicateurs, des rapports, des tableaux Excel. Le réel devient secondaire, le terrain invisible. Ce qui compte, c'est que les cases soient cochées. Alors on empile des strates, des normes, des circulaires, des protocoles. Un chef d'établissement reçoit plus de 500 circulaires par an. Un chef de service hospitalier doit rendre compte à une demi-douzaine d'organismes différents. Et à chaque réforme, on ajoute une couche, on ne simplifie jamais, on contrôle, on audite, on standardise. Aujourd'hui, le temps et l'énergie ne sont plus consacrés à enseigner ou à soigner, mais à produire des comptes rendus. Dans un hôpital, chaque acte médical est tracé, codé, justifié, remonté. Dans un collège, chaque projet doit passer par des validations successives, des grilles d'évaluation, des tableaux de bord. Il faut remplir des fiches qualité, des bilans périodiques, des projets d'établissement, des protocoles d'inclusion, des diagnostics de territoire, et j'en passe. C'est une administration devenue finalité d'elle-même. On ne soigne plus pour soigner, on ne transmet plus pour transmettre, on coche des cases, on alimente des flux, on justifie de sa conformité. Et tout ça pourquoi ? Parce que personne ne fait confiance à personne. On ne fait pas confiance aux enseignants pour adapter leurs méthodes à leur classe, on ne fait pas confiance aux médecins pour organiser leurs services selon les besoins, on ne fait pas confiance aux patients, aux parents, aux collectivités. Tout le monde est infantilisé, suspect, potentiellement déviant. Alors on le cadre. Et pourtant les pays qui performent mieux que nous, la Finlande pour l'éducation, la Suède pour la santé, la Suisse pour les deux, ont un point commun, ils ont décentralisé. Ils laissent les établissements expérimenter, adapter, choisir leur recrutement, leur organisation, leurs priorités. Ils évaluent, oui, mais ils évaluent a posteriori, sur les résultats. Pas en pilotant tout en temps réel avec des reportings kafkaïens. Un État qui fait confiance, qui évalue, qui ajuste, au lieu de micromanager. C'est cette respiration qu'il faut retrouver, ce pouvoir local, concret, humain, qui permet d'agir au lieu de subir.
Et surtout, remettre l'individu au cœur du système. Parce que sans l'individu, sans responsabilité, sans liberté, il ne reste qu'une usine à frustration. Quand un système produit année après année les mêmes échecs, il faut oser en changer. En France, l'éducation est perçue comme une mission sacrée de l'État, mais ce monopole centralisé ne garantit plus ni la liberté, ni l'égalité, ni la qualité. Dès lors, deux modèles alternatifs émergent pour repenser l'école. Le modèle de la privatisation intégrale et le modèle à la suédoise. Dans sa version la plus radicale, la réforme de l'éducation consisterait à sortir totalement l'État du secteur éducatif. Aucune école publique, aucune subvention, aucune carte scolaire, aucun droit à l'éducation financé par la collectivité. Chaque établissement est une entité privée, financée par les familles ou par des fondations, des entreprises, des coopératives. L'enseignement devient un bien de marché, soumis à la loi de l'offre et de la demande. L'État conserve un rôle purement régalien, garantir la sécurité, faire respecter la loi, interdire l'enseignement de contenus illégaux comme l'appel à la haine ou l'endoctrinement sectaire, mais il n'assume plus l'instruction comme mission. Les forces de ce système. La diversité maximale. On assisterait à une explosion de modèles pédagogiques. Lycée d'excellence classique, école démocratique, pédagogie alternative, école à la maison, école communautaire, enseignement par entreprise, cours à la carte, tout est permis. Les familles pourraient construire un parcours sur mesure. Comme par exemple dans les États américains sans réglementation centrale, certains parents utilisent un réseau d'enseignants indépendants pour assembler un curriculum libre. D'autres rejoignent des communautés d'apprentissage ou des micro-écoles. L'incitation permanente à la qualité. Les écoles n'ont aucun revenu garanti, elles doivent convaincre, prouver, attirer, ce qui peut créer une sélection naturelle poussant à l'innovation, à la performance, à la spécialisation intelligente. Aucune charge fiscale pour l'État, l'enseignement ne coûterait rien à la puissance publique, ce qui libère des ressources budgétaires pour le régalien ou pour réduire les impôts. Profession éducative libérée, les enseignants deviennent des entrepreneurs, ils fixent leurs prix, leurs méthodes, leurs contrats. Ils peuvent s'associer, créer leur propre école, offrir des services d'élite ou populaires. Mais c'est un système qui a pour gros désavantage l'inégalité d'accès et l'absence de cadre commun. Ce modèle pousse la logique de liberté jusqu'au bout, mais il a un coût, l'explosion des écarts, la dislocation du socle commun, et un très haut niveau de responsabilité individuelle exigé, dans un pays où l'État a pendant 150 ans occupé tout l'espace. Il est cohérent pour qui considère l'institution comme un bien privé, pas comme un pilier de la citoyenneté. La Suède a suivi une autre voie. En 92, elle a lancé une réforme radicale, chèque éducation universel, liberté d'ouverture pour les établissements, mais financement public intégral. Tout élève a droit à un financement égal, versé directement à l'établissement choisi, public ou privé, financement qui est ajusté selon des critères sociaux et géographiques. Les écoles publiques sont autonomes, tout comme les privées libres, mais elles doivent respecter un cadre commun, programme de base, évaluation nationale, transparence des résultats. Les atouts de ce système. Choix réel, gratuité maintenue. En 2022, 27% des élèves suédois fréquentaient une école libre, intégralement financée par l'État. Les familles peuvent changer d'école, quel que soit leur niveau de revenu. Aucune école ne peut exiger de frais d'inscription ou de scolarité. Autonomie et contrôle qualité. Les écoles définissent leurs méthodes, mais doivent publier leurs résultats. Les inspections sont indépendantes et les comparateurs publics en ligne. Amélioration des résultats dans les zones sensibles. Les élèves issus de l'immigration ou de milieux populaires ont vu leurs résultats progresser de 8 à 12% entre 2005 et 2015 dans les écoles libres. Cela tient au choix, mais aussi à la capacité pour certains établissements d'innover pour mieux accompagner. Revalorisation du métier d'enseignant. Les professeurs sont recrutés par les écoles, avec des grilles salariales plus souples, des horaires plus adaptés, et moins de temps administratif. Résultat, moins d'absentéisme et une plus grande fidélisation dans les écoles performantes. Et les désavantages du système comportent un effet de tri scolaire à surveiller et la nécessité d'un bon pilotage. Le modèle suédois n'est pas magique, il exige rigueur, transparence et réactivité, mais il prouve qu'on peut concilier autonomie des établissements, égalité des chances et exigence éducative, sans sacrifier ni la cohésion sociale, ni la liberté de choix. Ces deux modèles posent des visions très différentes de la liberté scolaire. L'un maximise la concurrence, mais laisse le risque des inégalités, et l'autre organise la liberté dans un cadre équitable, mais exige un État compétent. En France, l'urgence n'est pas de choisir entre les deux immédiatement, l'urgence c'est de briser le monopole centralisé, de redonner le pouvoir au terrain, et de faire confiance à ceux qui enseignent, plutôt qu'à ceux qui administrent. D'habitude, je parle de chiffres. Je décortique les budgets, les pourcentages de PIB, les réformes, les ratios et les courbes. Parce que c'est nécessaire pour comprendre où va notre argent, et pourquoi le système public français se délite. Mais à force de chiffres, on finit par oublier ceux qui vivent le système au quotidien. Les infirmiers, les aides-soignants, les médecins, ceux qui, pendant que nous débattons de réformes structurelles, essayent simplement de faire leur métier, souvent dans des conditions qu'on peine à imaginer. J'ai donc préféré me taire un instant, leur donner la parole, pas pour recueillir les slogans ni des anecdotes isolées, mais pour entendre ce que l'État,
les réformes et la bureaucratie produisent concrètement sur le terrain. J'ai donc interrogé quelques personnes qui travaillent dans ce milieu, recueilli leurs témoignages et fait une espèce de pot pourri de leur retour. Est-ce que vous avez l'impression de pouvoir exercer votre métier dans de bonnes conditions aujourd'hui? Non, absolument pas. Chaque soin doit être tracé pour que l'établissement puisse être payé. Cela génère une charge administrative colossale qui retombe directement sur les soignants, médecins, infirmiers, aides-soignants. Résultat, au lieu de soigner, on passe une partie de nos journées à remplir des formulaires, à cocher des cases et à justifier nos actes. Cette logique a aussi un effet pervers. Certains hôpitaux deviennent plus rentables que d'autres. Les structures psychiatriques, par exemple, ferment progressivement, car l'ambulatoire rapporte plus que les longs séjours. À cela s'ajoute une violence croissante, la parole du soignant n'est plus respectée, beaucoup de patients arrivent à l'hôpital avec l'idée que le personnel doit déjà savoir ce qu'ils ont, et tout leur est dû. Près de 70% du corps médical a subi une agression verbale, et presque 30% une agression physique. C'est une réalité quotidienne. Le plus dur, c'est sans doute l'absence totale de soutien hiérarchique. Les cadres supérieurs sont souvent déconnectés du terrain. Quand on se plaint de la surcharge administrative, la réponse est toujours la même. Vous êtes infirmier, c'est votre métier de gérer votre temps. Combien de temps passez-vous à soigner et combien à faire de l'administrative? Sur une journée de 8 heures, environ 2h30 sont consacrées à la paperasse, et c'est de pire en pire. Les lois récentes obligent à remplir encore plus de documents, certains doivent même être transmis au juge. Dans le même temps, il y a moins de secrétaires, moins de soignants, donc plus de paperasse pour chacun. Il faut justifier chaque tarif, chaque acte, chaque minute. Votre charge de travail a-t-elle changé ces dernières années? Oui, clairement, et pas dans le bon sens. Le travail est devenu de plus en plus planifié, rigide, et toujours plus administratif. Il n'y a plus aucune spontanéité dans la prise en charge, tout est cadré des semaines à l'avance, sans marge de manœuvre. Pouvez-vous donner un exemple concret où le système vous a empêché d'agir comme vous l'auriez voulu? Un de mes collègues a quitté la France pour travailler en Suisse après un incident marquant. Lors d'une garde, une infirmière a été agressée et étranglée par un patient. Le collègue a déclenché son dispositif d'alerte et a tenté de désamorcer la situation, mais il a dû donner un coup de coude pour se dégager. Résultat, il a reçu un blâme et a été convoqué en conseil de discipline. On lui a reproché de ne pas avoir négocié avec un patient en train d'étrangler une collègue. En Suisse, le collègue en question m'a dit que le management n'était pas parfait, mais qu'il y avait au moins du soutien et du bon sens. Qu'est-ce qui vous semble le plus absurde dans l'organisation actuelle de l'hôpital? Ce qui est le plus absurde, c'est la hiérarchie administrative hypertrophiée. Il y a trop de gens qui ont fait trop d'études et pas assez de terrain. Pour être directeur d'hôpital, il faut sortir d'une grande école spécifique, et tout en dessous, les cadres intermédiaires ne sont plus des soignants, mais des managers. Les décisions viennent d'en haut, souvent sans aucune compréhension des réalités du terrain. Et puis, il y a ce matraquage de normes. On nous demande de remplir sans arrêt des tableaux censés améliorer la qualité des soins, mais on ne voit jamais les résultats. On nous dit vous avez eu plus d'entrées, plus de sorties, les patients étaient moins dépendants. Très bien, mais ensuite? Plus de personnel? Plus de moyens? Non. Il y a une perte totale de sens dans cette bureaucratie. Avez-vous de la marge de manœuvre localement? Officiellement oui, officieusement pas du tout. Tout ce qu'on fait dans l'unité relève souvent de l'occupationnel. Si on veut faire du soin officiel, il faut monter des projets, faire des études, remplir encore plus de documents. C'est un cercle vicieux. Les indicateurs que vous remplissez reflètent-ils votre quotidien? En théorie, ils devraient. En pratique, non. Ils prennent tellement de temps à renseigner que personne ne peut les remplir correctement. Si je voulais le faire à fond, je passerais ma journée entière devant l'ordinateur. Ce n'est pas compatible avec le soin. Avez-vous déjà envisagé de quitter le métier? Oui, beaucoup. Entre la lourdeur administrative, le manque de soutien hiérarchique et la violence des patients, c'est épuisant. J'ai même été menacé au couteau, et il ne s'est rien passé derrière. La durée moyenne de carrière d'un infirmier avant de quitter le métier est tombée à 2 ans aujourd'hui. Elle était encore de 7 il y a quelques années. Qu'est-ce qui vous donne encore envie de continuer? Les patients. Certains moments avec eux sont encore beaux, encore humains, mais ils deviennent de plus en plus rares. Si vous aviez 5 minutes avec le ministre de la Santé, je lui dirais simplement viens avec moi pendant 8 heures. Rien ne vaut l'expérience du terrain. Si vous aviez carte blanche, quelles mesures prendriez-vous? Je supprimerais immédiatement la tarification à l'acte. C'est elle qui a tout dénaturé. Pensez-vous qu'une amélioration soit encore possible? Oui, mais il faudra du courage. Beaucoup de courage. Voyez-vous des modèles étrangers plus efficaces? Certains systèmes, comme en Chine ou au Japon, fonctionnent différemment. On paye son médecin tant qu'on est en bonne santé, et dès qu'on tombe malade, on est remboursé. Cela incite à la prévention et responsabilise les patients. Quelque chose à ajouter? Il faudrait aussi réformer le statut de la fonction publique hospitalière. Les longues maladies bloquent les postes, le gel du point d'indice empêche toute revalorisation, et les primes, qui servent à compenser, ne comptent pas pour la retraite. Résultat, le métier perd de son attractivité. Il faudrait introduire une forme de responsabilisation ou d'évaluation de l'efficacité, notamment pour les niveaux administratifs supérieurs. Mais le problème, c'est de trouver comment le faire sans pénaliser le terrain. Ce que montre ce double constat, école et santé, ce n'est pas une crise passagère, c'est un effondrement structurel.
On a des enseignants qui ne peuvent plus enseigner, des soignants qui ne peuvent plus soigner, et des citoyens qui se demandent où passe l'argent, pourquoi rien ne change, et pourquoi l'État semble si présent et si absent à la fois. C'est là que tout converge. Dans les deux cas, c'est la même logique verticale, centralisée, infantilisante. Un État qui prétend tout faire, tout savoir, tout gérer, mais qui ne fait plus que produire des circulaires, des contrôles, des injonctions. Ce n'est pas le manque de moyens qui tue, c'est la méfiance structurelle vis-à-vis des gens de terrain. C'est l'impossibilité d'adapter, d'innover, de choisir. C'est l'extrême lenteur, la dilution des responsabilités, la peur de bouger et le réflexe permanent de se protéger plutôt que d'agir. Il y a des choix à faire. Mais quoi qu'on choisisse, une chose est sûre, il faut sortir de l'hypocrisie. Cesser de faire semblant que ça marche, que tout va bien, que le modèle n'a besoin que d'un petit plan de relance. Parce que si on continue à défendre des principes abstraits en ignorant les réalités concrètes, alors l'école cessera vraiment d'instruire, l'hôpital cessera vraiment de soigner, et nous cesserons peu à peu d'être une société adulte. Il ne s'agit pas d'avoir raison dans un débat, il s'agit de choisir entre la perpétuation de l'illusion et la reconstruction du réel. Tout ça pour dire que C'est un bordel. Car je refile tout mon blé à l'URSSAF. Je fais